Quand les flammes arrivent à votre gorge, vous n'arrivez plus à crier et vous prenez conscience du drame. Le corps brûlé à 40% à l'âge de 16 ans, elle s'est reconstruite grâce au sport et aux réseaux sociaux. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut avoir du bon, finalement, tu vois. Julie Bourges, bonsoir. Bonsoir. Le 12 février 2013, vous aviez 16 ans, vous êtes brûlé au 3e degré sur 40% de votre corps. Ensuite, vous êtes plongé dans un coma artificiel pendant 3 mois avant d'essayer de reprendre une vie normale. Cette nouvelle vie, vous l'avez racontée sur votre compte Instagram et vous avez intitulé votre compte 12 février, évidemment. Et c'est ce qui vous a aidé à vous reconstruire. Alors, Julie, vous êtes née le 11 novembre 1996 à Cagnes-sur-Mer. Votre père est cadre commercial, votre mère conseillère en finance. Vous avez une enfance et une adolescence assez normales. Une jeune fille sportive, une belle blonde aux cheveux longs, souriante et vive. Et là, c'est le drame. Le 12 février 2013, vous vous rendez au carnaval de votre lycée à Cagnes-sur-Mer. Avec vos amis, vous avez décidé de vous déguiser en berger avec ces moutons. Vous êtes un mouton. Je suis un mouton. Et vous avez confectionné votre costume à base de coton hydrophile, collé avec du scotch double face. Ça. Après le carnaval, dans le bus qui vous ramène chez vous, votre meilleur ami d'enfance vous convainc de s'arrêter pour fumer une cigarette en cachette. À 16 ans, on ne fume pas devant ses parents. Soudain, votre ami qui s'est éloigné pour téléphoner vous alerte. Le coton du costume de mouton est en feu. Les flammes partent de la jambe droite, vous vous mettez à courir et ça attise les flammes, évidemment. En fait, comme vous êtes encore debout, vous pouvez encore parler. Mais vous ne vous rendez pas compte une seconde de la gravité de la situation. Absolument pas, c'est-à-dire que ça s'est passé vraiment en une fraction de seconde. Et je pense qu'à 16 ans, on ne se rend pas compte de la gravité de ce qui est en train de se passer. Et surtout quand notre vie, elle est en jeu, tout simplement, qu'on frôle la mort, et c'est pas la première chose qui nous vient en tête. Enfin, du moins, c'était pas mon cas. Mais quand les flammes arrivent à votre gorge, vous n'arrivez plus à crier et vous prenez conscience du drame. Alors, alerté évidemment par vos hurlements, une dame vient vous aider. Par chance, cette dame est infirmière. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle vous arrose avec un tuyau. Évidemment, elle essaie d'éteindre le feu et ensuite, elle découpe le costume. Aïe, aïe, aïe. Elle applique du beurre sur vos brûlures. Elle est infirmière, certes, mais elle ne sait pas qu'il ne faut pas mettre de beurre sur les brûlures, ni aucune autre substance grasse. Il faut juste prendre une douche tiède. Voilà, exactement. Après, je peux pas lui en vouloir. C'est, je pense, quelqu'un qui a réagi dans l'urgence de ce qui était en train de se produire. Enfin, ça n'arrive pas tous les jours à tout le monde de voir quelqu'un prendre feu et de devoir le secourir. Mais voilà. Ça se passait où, ça? À quel endroit? En bas de chez moi, à 5 minutes à pied de chez moi, quoi. Ouais. Voilà. Elle découpe le costume. Elle découpe le costume devant chez elle, en fait. Elle habitait à côté de cette rue et je suis montée devant chez elle. Elle a découpé mon costume et voilà. Ça veut dire qu'elle a enlevé la peau avec, c'est ça? En tirant le costume? Elle a découpé le costume. Après, je sais pas, honnêtement, moi, j'étais dans une pure adrénaline et la douleur... en fait, quand on prend feu, c'est les nerfs qui brûlent en premier. Ouais. Donc la douleur n'est pas aussi intense que ce qu'on pourrait le croire. C'est après. D'ailleurs, quand les pompiers arrivent, ils vous font prendre une douche tiède. Exactement. Eux, ils savent effectivement comment on fait. Et là, vous refusez de vous allonger sur la civière pour partir de là. C'est l'adrénaline. Complètement. Ça me fait, l'adrénaline me fait complètement tenir debout et me fait aller jusqu'au camion de pompiers en toute banalité, quoi. Ouais. Les pompiers vous mettent sous une perfusion de stop-feu. Ils vous mettent un masque. Et là, vous vous réveillerez
3 mois plus tard. C'est ça. Ce que vous ne savez pas, en fait, c'est que l'hélicoptère qui doit vous emmener de Cagnes-sur-Mer à l'hôpital à Toulon n'arrive que 3h30 plus tard. Oui. Est-ce que ça a eu des conséquences? Alors, d'après mon chirurgien, ça n'a eu aucune conséquence, mais je pars toujours du principe que, je sais pas, un hélicoptère, c'est là pour être à l'heure. C'est en cas d'urgence, et en l'occurrence, il était quand même pas là à l'heure, quoi. C'est un problème de carburant. Un problème de carburant Ouais. inexpliqué, quoi. Finalement, 40% de votre corps est brûlé au 3e degré. Les médecins décident de vous intuber et de vous placer en coma artificiel. Parce que, en fait, si tu n'es pas en coma artificiel, la souffrance est tellement forte que ça peut provoquer des arrêts cardiaques. Totalement. Voilà. Totalement. Vous allez rester 3 mois en coma artificiel. Alors là, il y a un truc de fou, c'est-à-dire, quand on est dans ce coma artificiel, on entend des gens, Oui. on entend leur souffrance, on entend leurs pleurs, vous entendez votre grand-mère qui vous parle en espagnol. Oui. Oui. Comment ça se passe? Ben, en fait, quand on est dans le coma artificiel, enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est comme une... En fait, c'est comme si on était réveillé. Ouais. Déjà, ils nous injectent des produits et on fait des rêves de fou. Moi, j'ai rêvé que ma mère, elle avait eu un 4e enfant. Et quand je suis sortie du coma, je lui ai demandé où était mon petit frère. Ah ouais. Mais pas mon petit frère à moi, un autre. Et j'étais sûre de ce qui se passait. Donc, c'est comme une deuxième vie. Et en fait, je pense que c'est en fonction de l'endormissement, en fonction des médicaments qu'ils nous donnent. J'arrivais à entendre ma grand-mère, j'arrivais à répondre à mon père de temps en temps sans ouvrir les yeux, mais par un serrement de la main, à répondre à ses questions, 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Et on arrivait à communiquer comme ça sans que je puisse parler, en fait, puisque j'avais un tuyau dans la bouche. Enfin, j'avais des tuyaux partout, d'ailleurs. Et voilà. Mais oui, on entend ce qui se passe. Mais ça doit être terrible parce que, bon, votre père, vous avez trouvé ce système de communication avec lui. Mais il y a des gens à qui on voudrait répondre Oui. et on ne peut pas parler, en fait. On peut pas. Oui. Vous dites on a l'impression de ne pas exister. Bah, c'est ça, on aimerait pouvoir se lever et dire ben, je suis là, en fait, je vous entends. Et puis, en fait, nous, on est shootés, donc on ne ressent même pas la douleur. On a juste envie de se lever. Et d'ailleurs, c'est arrivé un jour, à la force des abdos, je me suis relevée assise sur mon lit d'hôpital, endormie. Donc, du coup, il m'avait sanglé. Alors, vous vous réveillez un jour, le 1er mai 2013, et pour vous, en fait, ces 3 mois ont duré une nuit. Ouais. Je me suis pas du tout rendu compte du temps qui s'était passé. Absolument. Là, vous réalisez que vous n'avez plus de cheveux. Ouais. Ça, c'est... Quand on voit vos cheveux aujourd'hui, qui étaient ceux d'avant aussi, Ouais. on comprend à quel point ça a dû être dur. C'est, je pense, une image qui me restera à vie parce que la jeune fille que j'étais avant et celle que j'étais quand je me suis réveillée de ces 3 mois de sommeil, quand on a 16 ans et qu'on se regarde dans la glace et qu'on n'a plus de cheveux et qu'on est bandé de la tête aux pieds, le truc qui nous passe par la tête, c'est mais je pourrais plus jamais avoir la vie que j'avais avant, je pourrais plus jamais plaire. Et vous avez pensé au suicide à ce moment-là? j'ai jamais pensé au suicide parce que j'ai toujours été très entourée et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais c'était une période très difficile. Ouais. Alors, avant l'accident, vous pesiez 48 kilos. Là, vous en pesez 33. Vous êtes chauve. Vous êtes bandé de la tête aux pieds. Vous n'avez plus de poitrine. Votre voix a changé aussi. Vous n'arrivez plus à monter dans les aigus. Et en fait, vous découvrez que vous ne tenez pas 2 minutes debout. En fait, après 3 mois de coma, on redevient un bébé. Il faut réapprendre à parler, à manger, à marcher, à boire. Je ne pouvais pas boire sans vomir. Ouais. Et me remettre debout, ça a été une longue étape. On fait des séances de verticalisation, donc vous êtes sanglé dans le lit, on relève le lit, on vous demande de marcher, mais c'est très difficile. Ouais. Et le vrai problème, en fait, c'est que quand on veut changer vos pansements, il faut vous faire une anesthésie générale, parce que ça fait tellement mal. Donc pendant 2 mois, vous avez une anesthésie générale 1 jour sur 2, ce qui... Déjà, quand on en fait une, on est cassé, mais en faire une 1 jour sur 2... En tout, vous restez 5 mois à l'hôpital et vous sortez le 12 juillet 2013. Oui. Et vous retournez au lycée en septembre. Le proviseur était cool. C'est mon papa qui a été cool surtout de faire les démarches pour que je puisse être en terminale avec mes amis et pas redoubler ma première avec ce qui m'était arrivé surtout. Ouais. En fait, j'en avais besoin. J'avais passé 5 mois enfermé. J'avais juste besoin de retrouver un peu de ma vie d'avant. Oui. Alors là, à ce moment-là, vous portez une perruque, portez une écharpe, beaucoup de maquillage. Et pendant des années, vous avez caché votre corps
jusqu'au jour où vous aurez votre couple. Là. Ça, c'est le carré pour vous, c'est fondamental. Oui, clairement. Bah, j'avais les cheveux à peu près longs comme maintenant. Quand on se retrouve chauve, on n'a qu'une envie, c'est que les cheveux ils repoussent pour retrouver un petit peu de féminité. Alors, pour vous reconstruire, évidemment, vous avez besoin d'une thérapie, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler. C'est extrêmement difficile et c'est comme ça que vous vient l'idée d'écrire finalement votre vie, votre journal sur Instagram. Là, vous ouvrez un compte qui s'appelle 12 février. C'est la date de l'accident. Et vous postez des photos de votre corps. Oui. En fait, j'écrivais chez moi dans un journal parce que tout ce que j'écrivais, je le savais déjà. Ouais. Et donc j'avais besoin de partager ce qui m'était arrivé et aussi d'avoir l'avis des gens en fait parce que je passais ma vie à me cacher et je savais pas réellement, à part mes amis et ma famille, ce que les gens pensaient réellement de mes cicatrices et je me suis dit je vais le poster sur Instagram. En quelques mois, vous avez 400 abonnés, puis votre compte est repéré par un site qui s'appelle Burn Survivor. Oui, c'est une page de brûlés un petit peu influente en Amérique. Là, ça vous fait gagner des milliers d'abonnés, évidemment. Ouais. Alors, le 16 juin 2016, vous subissez une opération du cou pour réduire les brides et creuser un profil plus net. Vous postez une photo avant, une photo après, et ça crée vraiment un buzz sur Instagram. J'ai juste partagé des photos de moi à l'hôpital en disant que voilà, mon opération s'était bien passée. J'ai expliqué aussi que c'était dur de retourner à l'hôpital. Et à partir de là, oui, il y a eu un gros buzz et je suis montée à 10 000, 15 000, 20 000 abonnés en 2 semaines. Vous avez assumé le truc, quoi. Voilà. C'est ça l'histoire, en fait, c'est là que c'est intéressant. Au lieu de vous cacher, vous êtes dit, je vais me montrer, je vais montrer aux gens qu'on peut... Je crois que j'ai réellement décidé de m'assumer au moment où j'ai vu que j'aidais d'autres personnes. Quand on reçoit des messages de femmes qui ont le cancer et qui m'avouent que grâce à moi et mon combat, elles ont envie de relever la tête, et ben nous, de notre côté, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas les laisser et il faut qu'on s'assume aussi. Oui. Alors aujourd'hui, votre compte Instagram est suivi par 170 000 personnes. Oui. C'est quand même énorme. C'est énorme. À partir de demain, ça va être un peu plus. Vous appelez ça votre Phoenix Army parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes un phénix, vous êtes rené de vos cendres et vous avez un phénix tatoué sur le dos, c'est ça? Oui, j'ai un phénix tatoué sur le dos, ouais. Ah ouais? On critique beaucoup les tatouages de notre société, mais n'empêche de savoir qu'il était sur mon épaule et de me dire, bah voilà, moi je suis un phénix et j'ai rené de mes cendres, ça m'a beaucoup aidé. Depuis peu, vous êtes ambassadrice de l'association Burn and Smile, donc redonnons le sourire aux brûlés. C'est quoi cette association? Alors en fait, cette association a été créée par un brûlé lui-même qui s'est rendu compte que la cause des brûlés était très peu médiatisée. Et il a décidé de créer une association qui aide les brûlés à retrouver un emploi, à reconstruire l'estime de soi, à se réintégrer dans la société tout simplement. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. Le problème des brûlés, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, voilà, il y a 400 000 brûlés en France, 10 000 qui sont hospitalisés et plus de la moitié qui se cachent. Je peux vous poser une question, quand est-ce que vous avez vu un brûlé dans la rue? Ouais. Ce qu'il faut dire au sujet des brûlés, en fait, c'est que c'est très mal indemnisé, sauf en cas d'amputation. Voilà. Tant que vous n'êtes pas amputé, voilà, vous êtes quantité négligeable. Mais si ça vous a coûté... C'est un peu ça, en fait. Moi, quand on me regarde, d'accord, je suis brûlée sur 40% du corps, mais je peux marcher, je peux courir comme tout le monde. À partir de là, je ne suis pas indemnisée. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est un peu le combat de chaque brûlé, de trouver une indemnisation. Enfin, retrouver un emploi quand on est brûlé, c'est quelque chose de très compliqué. Et l'association Burn and Smile, justement, aide à tout ça. Alors, l'amour dans tout ça. Pendant 2 ans, vous ne vouliez pas de copain. Non, je ne m'assumais pas moi-même, donc je ne voyais pas comment quelqu'un pouvait m'accepter. Et un jour, vous avez rencontré Adrien. C'est ça. Alors, Adrien, il trouve vos cicatrices artistiques. Ouais. Ouais, il n'a jamais eu de problème avec ça et il trouvait ça même beau. Il trouvait que ça faisait ma force, mon histoire, tout mon vécu et à force qu'il me l'ait répété, je l'ai cru. Ça a mieux aujourd'hui. Ça va très très bien aujourd'hui. Mais 4 ans après l'accident, il vous arrive quand même de vous dire « Pourquoi moi ?» Je me le suis répété pendant de longues années. Ça m'a bouffé la vie de me répéter « Pourquoi moi ?» Ça m'a retourné le cerveau. Et en toute honnêteté, je sais maintenant pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi? Pour aider les autres. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.